Et voilà, c'est tout pour ce menu crowdfunding du 28 août dernier. Oui, j'ai pas commencé, mais je pourrais presque dire ça d'entrée de jeu, tellement il y a peu de choses à dire finalement cette semaine encore. Allez, restons sérieux un instant. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. Je vous retrouve pour votre petit menu crowdfunding hebdomadaire. Et comme vous l'avez vu en introduction, il y a assez peu de matière cette semaine encore, peut-être même encore moins que les 2 semaines précédentes qui pourtant étaient passées sous l'heure de vidéo, ce qui est assez rare pour le menu crowdfunding. Mais rassurez-vous, pour tous les accros de Kickstarter et GameFound, la semaine prochaine, on va rentrer dans le mois de septembre, donc c'est la rentrée pour éventuellement vos gamins, mais éventuellement aussi pour Kickstarter, GameFound et compagnie. On va se retrouver avec des semaines un petit peu plus intéressantes, avec beaucoup de nouveaux projets qui le seront eux aussi d'ailleurs. Mais donc, pour cette semaine encore, il faudra se contenter d'un menu allégé, avec certainement un petit peu moins d'une heure, voire même entre 30 et 40 minutes. Voilà, j'ose estimer la durée du menu avant la fin du tournage, on verra bien. This is not okay. This needs to stop now. Quoi qu'il en soit, on va passer sur les parties habituelles avec le petit point hebdomadaire sur la chaîne. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur le bon onglet, voilà, c'est mieux comme ça. Avec le petit patron l'addition, notre bilan ludique de juillet 2022, avec un petit peu de retard, mais ça y est, elle a été postée, un près de 400 vues. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le patron l'addition, ça nous fait très plaisir, c'est un petit format qu'on aime beaucoup faire, qui est toujours assez amusant à faire. Et puis dans la semaine à venir, et même d'ailleurs demain, avant même que cette vidéo ne soit postée, vous aurez aussi les 2 vidéos enfin pour Atlas Lost, la review et puis l'expli party aussi dans la foulée pour ce nouveau jeu de Totsuka Chuo. Donc je vous inviterai bien évidemment à aller consulter les 2 vidéos si vous aimez les jeux de placement d'ouvriers, entre autres des gestions de ressources, etc. Qui plus est avec un très très joli matériel. Du coup, on va s'orienter de notre côté tout de suite vers le sondage de la semaine. Je vous encourage bien évidemment à aller voter. En description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour le sondage de la semaine suivante. Vous le voyez, cette semaine, il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Heureusement, on a quand même pu trouver quelques autres campagnes à ajouter qui n'avaient soit pas été annoncées, soit à côté desquelles j'étais passé tout simplement parce que je ne peux pas non plus avoir un radar permanent branché sur tous les réseaux pour avoir absolument tous les jeux, et puis certains ne sont juste pas annoncés. Donc cette semaine j'avais mis un très petit sondage avec très peu de jeux vraiment intéressants. Sea of Legends l'a emporté assez largement et c'est assez logique, ça fait quand même partie des seuls jeux vraiment intéressants cette semaine. Derrière on avait Space Lion, Inferno, Tale Story et Wizlords in Space. Et finalement je ne vais même pas traiter de Wizlords in Space pour la simple et bonne raison que vous le voyez ici, il sera disponible uniquement au Canada et aux États-Unis. Donc bon, on a effectivement quelques petits spectateurs du côté du Québec, c'est vrai, mais bon, à la limite vous parlez tous anglais de ce côté du monde, donc vous pourrez aller consulter la page par vous-même. Mais ceci dit, ça vendait pas spécialement du rêve. On a actuellement 38 contributeurs et même pas la moitié du seuil de financement atteint. Ouais, c'était pas très bon signe. Tale Story, on en parlera un tout petit peu. Inferno aussi. Space Lion, un petit peu plus, un peu plus intéressant. Et heureusement, derrière, on a aussi trouvé 3-4 autres campagnes qui sont susceptibles d'intéresser un petit peu de monde également. Du coup, c'est parti pour cette semaine avec les petits projets, les mentions honorables. Et puis ensuite, on aura 2 projets un petit peu plus conséquents cette semaine. On commence tout de suite avec River Trek The Board Game, un petit jeu d'exploration pour aller chercher en fait l'appât du gain tout simplement. Vous allez faire un petit trek le long d'une rivière, mais pas une sorte de randonnée très calme, tout simplement on va aller chercher de la tunasse. On va en fait utiliser tout un tas de petites cartes que vous voyez ici pour aller créer un chemin. Rien de très original dans ce registre là, on va ici y faire des rencontres avec différents animaux qui seront cerclés de bleu ou de rouge et qui vous demanderont d'activer certaines capacités, certaines compétences, soit immédiatement ou un peu plus tard. Bon, rien de très original, c'est pas un jeu qui vient révolutionner le genre, mais bon, c'est plutôt joliment illustré, même si bon, les cartes en elles-mêmes n'ont pas l'air d'être formidables non plus. Et tout ça coûte 15$ puisque le Early Bird est déjà épuisé. Donc 15$ plus ensuite les frais de port. Les frais de port ne sont pas affichés directement dans la campagne comme vous le voyez. Donc on peut aller éventuellement consulter cette petite partie à droite ici que l'on voit, dans laquelle il est stipulé que à peu près tous les pays concernés sont à 10$ de frais de port. Alors comme toujours, j'ai toujours un petit peu de mal à faire confiance à ce petit bandeau déroulant ici. Je ne sais pas si c'est vraiment juste ou non. Voilà, donc ça va pas non plus faire un gros succès a priori. Petit jeu très familial. Ceci dit, vous le voyez, une petite version française. Alors bon, il faudra vérifier peut-être un peu plus en détail, mais a priori,
le jeu sera disponible en français. Est-ce que ce sera seulement les règles ou est-ce que ce sera pour tout le matériel? Ma foi, je vous inviterai à aller consulter peut-être la FAQ. Pour l'instant, vous le voyez, il n'y a pas de questions. J'ai pas plus d'infos que vous à ce propos, mais au moins on a un petit drapeau français ici. Donc voilà pour River Track, 180 contributeurs, c'est financé à 13 jours de la fin de la campagne. On continue avec ce qui s'annonce être un gros échec finalement. 213 contributeurs, c'est pas totalement ridicule bien évidemment, mais pour l'éditeur dont il s'agit, à savoir 8Gamer, qui est quand même relativement connu dans le milieu, qui est actif depuis 97 tout de même, 213 contributeurs avec un jeu signé Scott Arms, qui est un des auteurs les plus prolifiques de ces 5-10 dernières années, ben c'est pas terrible du tout. 4000 € d'engrangés seulement 17 jours avant la fin de la campagne, c'est pas très bien parti. C'est un petit jeu pour 1 à 5 joueurs de spéculation et d'économie dans laquelle vous allez en fait simplement jouer sur le marché des valeurs, des types de comic book que vous pouvez acquérir sur le marché américain, Spider-Man et compagnie. Là j'imagine qu'il n'y a pas de licence, en tout cas je ne crois pas en avoir vu à ma connaissance en tout cas. Et donc vous aurez des cartes qui vous permettront d'avoir différentes utilités, disons. Vous pourrez les jouer pour différents objectifs en fait, simplement pour jouer sur la valeur du marché en fonction du genre de comic dont il s'agit, ou pour aller engranger plus d'argent, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de fonctions différentes pour chacune des cartes. C'est relativement accessible, c'est du 10 ans et plus, 45 minutes la partie. Ça présente pas mal visuellement, même si ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard. J'allais dire 3 pattes cassées canard, c'était un petit peu n'importe quoi, vous m'excuserez. Bref, quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air d'être formidable, très honnêtement, ça n'a pas l'air d'être non plus révolutionnaire, mais quand même, par curiosité, c'est quand même un jeu de Scott Arms, donc a priori, après je n'ai pas non plus énormément d'expérience avec les jeux de Scott Arms, mais il a quand même conçu certains jeux assez connus du milieu. On l'a vu plusieurs fois sur le menu crowdfunding ces derniers mois. C'est très prolifique. Est-ce qu'un auteur prolifique est toujours foncièrement bon? A priori, j'aurais tendance à dire que non. On l'a vu à plusieurs fois avec Rainer Knizia qui a des gros jeux vraiment reconnus dans le milieu et des gros bofs également. Donc a priori, ce n'est pas forcément un gage de qualité d'être hyper prolifique. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes amateur de jeux un petit peu sur l'économie, où on va jouer sur les valeurs, sans référence à Camelot pour le coup, mais également de comic book, ça pourrait éventuellement vous intéresser, d'autant plus que c'est relativement accessible et donc relativement familial, facile à sortir. Voilà pour The Comic Book Bubble, 213 contributeurs, 4000 € d'engrangés, c'est pas énorme pour l'instant. Est-ce que ça va annuler? Est-ce que ça va financer? On le saura dans le suivi du mini crowdfunding d'ici une semaine et demie environ. Un petit peu plus intéressant, Space Lion, 200 contributeurs à l'heure actuelle, 17 jours avant la fin de la campagne, 10 000 € d'engrangés. On est à peu près aux 2/3, voire même aux 3/4 du seuil de financement du côté de Solis Game Studios, qui a déjà 3 projets créés sur Kickstarter à ce jour, mais je ne me souviens pas les avoir vus, non je n'étais pas abonné, c'est pour ça. Pocket Paragons, qui a fait 430 contributeurs, et Frenemy Pastry Party, 743 contributeurs, donc un petit peu moins que le premier. Ok, bon, ça peut pas forcément dire grand chose en soi. Space Lion a l'air d'être pas vilain, au moins visuellement. C'est un style un petit peu atypique, mais assez propre. C'est un petit jeu pour 2 à 5 joueurs qui vous permettra aussi d'être joué en solo si vous prenez l'édition Deluxe. Attention, c'est une exclusivité Kickstarter. Pas le jeu en lui-même, mais son édition Deluxe qui vous permettra de jouer en solo. Par contre, c'est une exclusivité. C'est un petit jeu de confrontation, en gros. Hein. Vous pourrez choisir une des 5 factions asymétriques qui s'offre à vous, et vous allez vous confronter aux joueurs à votre gauche ou à votre droite, ou également éventuellement une sorte de grosse mêlée chacun pour sa peau au centre de la table. De ce point de vue là, c'est relativement intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les artworks, la direction artistique est plutôt pas vilaine, sans être extraordinairement beau, ça fait le job. Donc on va choisir une armée en début de partie, armée asymétrique comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des unités numérotées de 1 à 6 en fonction de leur puissance, de leur coût d'activation, etc. Ensuite on va planifier des attaques, à gauche, à droite comme au centre de la table. On va se battre sur plusieurs fronts, on va comparer les cartes en fonction de leur puissance, mais également en fonction de leurs effets que vous voyez ici en bas, qui pourront s'activer selon un certain timing, etc. Et puis ensuite on va aller exhauster, comme on dit en anglais, bref on va aller écumer les cartes qu'on aura précédemment jouées pour potentiellement pouvoir, j'imagine, j'ai pas été fouillé trop en détail, les ressortir par la suite en fonction de certains prérequis, disons. Donc voilà, vous allez attaquer sur la gauche, sur la droite et également au centre, donc plusieurs fronts, et de ce point de vue là c'est relativement intéressant. J'ai
assez rarement vu ce type de mécanisme, ça peut être relativement intéressant. En plus de ça, c'est quand même pas trop vilain visuellement parlant. Donc, vous aurez la Leon Army, vous aurez des Eneria Army, des Kudzu Army, Vacuous Army et Castle Army également, avec donc chacun ses spécificités, ses propres compétences et ses propres tokens. Ensuite, vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator ainsi que sur Tabletopia. Vous avez accès aussi au livret de règles, mais évidemment pour l'instant que en anglais. Pas de version francophone à l'horizon pour l'instant en tout cas. Qu'y a-t-il dans la boîte rapidement? Bon, bah, essentiellement des cartes, c'est quand même essentiellement un jeu de gestion de main, également des plateaux individuels, quelques tokens par-ci par-là, et puis dans la version Deluxe, les tokens en question seront en plastique un petit peu plus épais, les plateaux individuels le seront également, on aura des petits cubes en plastique, enfin en acrylique j'imagine, qui ne seront pas présents dans la version d'origine, et puis on aura aussi quelques Lions, donc quelques héros supplémentaires pour chacune des factions, ainsi que le mode solo que j'ai mentionné un peu plus tôt, et des posters dont on s'en fout un petit peu, mais surtout l'insert en plastique qui vient ajouter pas mal de valeur, c'est vrai, à une édition Deluxe. Ceci dit, 29$ la version de base, 59 la version Deluxe, je suis pas convaincu que les ajouts qu'on voit ici, donc les jetons en plastique, pour le coup, ils sont pas spécialement très beaux, que ce soit en plastique ou en carton, peu importe. Les plateaux un tout petit peu plus épais, ça rajoute pas tellement de valeur. Le petit token en métal, bon, on s'en fout un petit peu pour l'intérêt qu'il a en termes de gameplay. Les petits cubes d'énergie transparents, on s'en fout un petit peu. Les héros supplémentaires, c'est vrai qu'en termes de gameplay, c'est un peu plus intéressant, ça ajoute un peu de profondeur, un peu plus de rejouabilité potentiellement. Le solo, c'est intéressant pour ceux qui éventuellement s'intéressent tout simplement au solo de manière générale, et puis aussi pour apprendre un jeu, c'est toujours un peu sympa de pouvoir passer par le mode solo également. Les posters, bon, ça rajoute un peu de valeur, certes, mais on s'en fout. Et l'insert, bon là par contre c'est un peu plus intéressant. Mais quand même 30$ de différence, ça me semble être un petit peu exagéré. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les frais de port, rapidement, on est sur du 18$ pour l'Union Européenne, pour nos amis canadiens également d'ailleurs. Pour la Suisse, 36$, par contre ça pique assez méchamment. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est le Far East, ouais, c'est ça, 24$. Bon, c'est pas spécialement très intéressant non plus pour un jeu qui coûte à la base 29$ dans sa version de base, qui me semble largement suffisante, sauf si vraiment on s'intéresse particulièrement au solo. Mais est-ce un bon solo? C'est une autre histoire. Et ensuite, la TVA sera ajoutée apparemment dans le Pledge Manager, donc ça fera aussi un petit peu plus d'argent à sortir une fois que le Pledge Manager sera ouvert. Voilà pour Space Lion, 200 contributeurs à l'heure actuelle, 10 600€ d'engrangés environ sur 16 000 nécessaires. C'est pas un énorme début, ça peut être relativement intéressant, je suis pas convaincu par l'édition Deluxe. Bon, celui-ci, on le présente essentiellement parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ces derniers temps. Il s'agit de Small Kingdoms Oak Campaign, un petit roll and write qui nous vient d'Espagne et de Print and Fun. Donc vous en aurez déduit, j'imagine, la teneur du jeu. C'est un print and play qui a attiré pour l'instant 90 contributeurs, ce qui est pas énorme du tout, surtout pour un print and play qui, de base, coûte pas grand-chose. Donc attirer à peine 90 contributeurs, c'est pas folichon, à 18 jours de la fin de la campagne, pas de version francophone pour l'instant en tout cas, et c'est un petit roll and write relativement intéressant au final, c'est un jeu de, comment dirais-je, de guerre en fait, tout simplement, de confrontation pour deux joueurs, où vous allez bien brasser des dés dans tous les sens et les attribuer à certaines parties des roues que vous voyez ici, qui ne sont pas vraiment des roues à proprement parler, mais bref, vous aurez compris ce que je veux dire, des hexagones, pour ensuite simplement mener une bataille contre votre adversaire, et vous aurez différentes fiches, différents combats, différentes batailles possibles. Ici, vous voyez que c'est le Battle of the Ravens, donc la bataille des corbeaux, et c'est la troisième fiche de combat que vous pourrez obtenir lors de cette campagne. Il y en aura 6 au total, selon le pledge que vous choisirez, ceci. Bon, après visuellement vous l'avez vu, hein, c'est pas folichon, même pour un print and play il y a quand même très peu de couleurs. Bon, après c'est quand même énormément de texte également, c'est pas forcément très réjouissant visuellement parlant. Mais bon, ensuite passons aux contributions. On a donc 3€ pour avoir 3 fiches de combat, 6 pour avoir 6 fiches de combat, et ensuite 10 pour avoir la totale, donc 6 fiches de combat, plus également 4 autres petits jeux de roll and write en print and play également, conçus par le même auteur je crois, donc Frontline avec 2 épisodes, Defending Ruins et The Last Tank également. Et ma foi c'est à peu près tout, pas de frais de port puisque ce sont essentiellement des print and play bien évidemment. Voilà pour Small Kingdoms Oak Campaign.
On continue avec Tale Story, a Reverse Deck Building Game. Le principe est assez intéressant puisque c'est un deck building à l'envers dans lequel eh bien, vous allez essentiellement chercher à enrichir votre deck à partir des défausses de vos adversaires, mais également les forcer à prendre vos cartes pourries. Donc sur le principe, c'est intéressant. Dans la réalisation, est-ce que c'est aussi bien que ça pourrait sembler l'être sur le papier parce que c'est relativement atypique? Là, c'est une autre histoire. Une histoire de queue d'ailleurs, un Tale Story. Bref, 55 contributeurs, ça n'encourage pas forcément tellement à la confiance, mais bon, ceci dit, on est quand même à 3/4 financé à 24 jours de la fin de la campagne, vu les sommes nécessaires, ça devrait pouvoir se financer malgré tout, mais est-ce que c'est vraiment un jeu sur lequel il faudra compter à l'avenir? C'est pas garanti, parce que visiblement, les backers sont pas très conséquents, le nombre de backers est pas très conséquent, disons. Mais c'est vrai que la direction artistique est pas vilaine, si tant est qu'on apprécie ce genre de direction artistique, tout simplement. C'est pas vilain, c'est plutôt joliment réalisé, mais ça a un aspect très cartoonesque avec ces petits animaux anthropomorphes, comme on en voit très souvent dans le monde du jeu de société. Et puis donc vous avez un petit aperçu ici des différents animaux que vous pourrez acquérir, ou que vous pourrez essayer de faire acquérir à votre adversaire parce qu'ils sont pas terribles par exemple. Donc sur le principe c'est assez intéressant, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. De là à backer, non merci, mais vous me direz si vous êtes éventuellement le public susceptible d'aller backer ce jeu. Attention, ceci dit, pas de version francophone à l'horizon, là encore. Pour ce qui est du prix des niveaux de pledge, alors dans le jeu de base, vous aurez 9 cartes de personnages double face, ensuite 60 cartes d'événements, 4 cartes de queue, mais pas de queue d'animal pour le coup, mais de queue, quoi, de faire la queue, quoi, en gros, hein, vous l'aurez compris. Le livret de règles, des petits livrets, enfin pas des livrets du tout, des petits plateaux de joueurs, et puis des aides de jeu. Ensuite, on a une petite extension aussi, Daily Lives, qui vient ajouter le matériel suffisant pour jouer à 2 joueurs de plus. Je crois que du coup, ça en fait un jeu jusqu'à 6 joueurs, si je ne me trompe pas. J'ai oublié de regarder d'ailleurs ces détails-là. C'est peut-être pas écrit en fait, tout simplement. Non, je vois pas le nombre de joueurs pour lequel c'est prévu. Mais je crois que c'est pour 4 joueurs plus 2 via l'extension, si je me souviens bien. Vous me direz si je me suis trompé, je passe pas trop de temps là-dessus. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletopia pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser et qui sont pas spécialement trop récalcitrants à la langue de Shakespeare. Ensuite, les pledges, on a donc 24$ pour le jeu en standard, pour avoir donc le jeu de base uniquement pour 2 à 4 joueurs, donc c'est bien écrit ici. Et ensuite, le Holograph Basic qui vous fournit la même chose mais avec des cartes avec effet holographique. Alors oui, c'est un petit peu classe, ça apporte rien en termes de gameplay, mais c'est joli. Par contre, ça ajoute quand même 15$ mine de rien, c'est pas rien pour juste des cartes qui brillent. Et puis ensuite le All-in standard qui vient inclure l'extension Daily Lives, l'extension Extraordinary Lives également, qui vient ajouter donc 2 joueurs supplémentaires. Ensuite des tapis de néoprène pour pouvoir y jouer, donc 8 par copie apparemment, puisque c'est 2 joueurs de plus pour Daily Lives, 2 joueurs de plus pour Extraordinary Lives. Mais par contre, vous le voyez, ça vous fait un bond en termes de coût assez conséquent. 2 extensions et 8 tapis de néoprène, c'est ça qui fait peser beaucoup dans la balance, je pense. Et vous passez tout de suite de 24 à 85. Et en plus, si vous voulez les cartes en version holographique, comme on l'a vu tout à l'heure, il faudra encore ajouter un petit peu d'argent derrière pour atteindre les 110$. Ça fait un petit jeu très accessible, très familial, avec très peu de matériel, qui coûte très cher finalement, car carte holographique et car tapis de néoprène pour tout le monde, pour un jeu qui ne nécessite pas forcément d'aller deluxifier son pledge à ce niveau-là, selon moi. Ensuite, vous avez quelques pledges mécénat. Si vous suivez la chaîne depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années déjà, dans quelques années c'est pas possible, mais quelques mois déjà, vous savez un petit peu ce que j'entends par pledge mécénat. Ce sont ces pledges dans lesquels en fait on vous offre pas vraiment de plus-value à proprement parler en termes de gameplay, mais des petits trucs genre intégrer votre animal ou votre photo de vous-même dans le jeu, ou bénéficier d'une copie du proto, donc peut-être aspect un petit peu exclusif. Mais en gros, c'est juste donner beaucoup d'argent pour encourager encore plus la campagne, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt en général. Ensuite, pour les add-ons, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez à la carte, mais ça ajoute généralement un petit peu plus d'argent que si vous ne le preniez en all-in, quoi, en gros. Hein. Donc c'est généralement pas hyper intéressant, mais par contre, ça peut être l'occasion de prendre le jeu plus les 2 extensions sans les néoprènes, par exemple.
parce que les néoprènes coûtent assez cher et que vous pourrez estimer que c'est pas très intéressant pour un jeu de ce type-là, par exemple. Donc bon, ça reste intéressant, mine de rien. Les frais de port, pour le Canada, c'est 17$, 20$ pour le all-in en revanche. Pour l'Europe, il y a deux zones différentes, A et B. Pour la France, vous êtes dans la zone A, j'imagine. On a le point, oui c'est le 2 ici, et 2, 3 en fait il faut regarder. Donc pour le 2 on a effectivement la France, j'imagine qu'on a aussi la Belgique, mais je le trouve pas, oui Benelux d'accord. Ensuite pour la Suisse c'est la zone 3 plutôt, donc ce serait ici donc 17,35 pour France, Belgique, 25,45 pour nos amis belges. Pour le Canada je l'ai déjà dit, et pour nous qui sommes en Asie, juste par curiosité, on doit être dans la zone B j'imagine. 5, donc oui c'est la zone B, donc 18,29, finalement c'est moins cher pour nous que pour les Suisses. Le charme du fret international. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Tale Story. J'en ai parlé peut-être un petit peu trop longuement pour un jeu qui finalement va peut-être même pas financer ou rester dans un niveau de contribution vraiment anecdotique, mais je trouve le concept assez original. Du coup, c'est vrai que je pensais, imparfait, que le jeu aurait fait un petit peu mieux que ça, mais visiblement, on n'est pas orienté vers un jeu qui va faire un énorme succès. Voilà pour Tale Story. Le gros triple loot se piquer au niveau de la carotide cette semaine, c'est Inferno Card Game. Du côté de chez GameFound, 12 backers. Je pense que j'ai tout dit. On n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin. 580$ australiens, je crois, d'engager pour l'instant pour ce jeu de 3 à 8 joueurs. Mais pourtant la direction artistique est plutôt jolie, franchement. C'est un petit jeu qu'il désigne comme étant un anti-pick-up. Donc en gros, vous allez essayer de choper des cartes qui vous permettront d'éviter les attaques de vos adversaires. Mais en gros, c'est un jeu de Take That avec une assez jolie direction artistique qui se veut relativement simple et accessible. Pour 3 à 8 joueurs, je vois pas ce qu'il a de plus mauvais que d'autres. Mais visiblement, en dehors de la famille et de quelques amis, ça n'a pas déplacé les foules. Donc on va pas en parler plus que de raison. Alors juste rapidement les niveaux de pledge que j'ai un petit peu zappé qui sont ici. Voilà. 40$ australiens pour le pledge de base. Et puis ensuite 50 pour en avoir une version limitée qui sera donc signée et numérotée. Mais bon, en gros on s'en fout. Il y a juste quelques artworks qui seront un petit peu différents de la version de base. Mais c'est vrai que 40$, c'est australien et il n'y a pas sur GameFound malheureusement la transcription en euros, en dollars, etc. Donc c'est pas très parlant en l'état. Je sais pas exactement combien ça fait en euros, mais ça me semble être un petit peu cher pour ce que ça propose. Allez, quand même par acquis de conscience, on va aller voir rapidement ce que ça peut donner en euros. Dollars australiens en euros, juste par acquis de conscience. Parce que je pense que ça va pas intéresser grand monde, mais admettons, ça fait donc 27€ pour l'édition de base, pour un jeu qui est essentiellement un jeu de cartes, qui en plus ne bénéficiera pas d'une version francophone. Mais quand même, ça prouve encore une fois que GameFound, en dehors des jeux d'un certain acabit, ça attire quand même pas grand monde pour l'instant, même si ça s'améliore au fur et à mesure. Inferno, pour l'instant, il s'oriente justement vers les limbes, voire pire, vers l'enfer de GameFound. On enchaîne avec un projet qui n'est pas un jeu de société, mais de temps en temps je me permets des exceptions. C'est le cas cette semaine avec le Project Ironside, une table façon Ikea, mais qui est quand même beaucoup moins chère que ce qu'on a l'habitude de voir sur Kickstarter dès lors qu'il s'agit de tables de gaming, de tables de jeux de plateau, qui sont généralement en bois, en acajou, etc. Enfin bref, en bois luxueux on va dire, et qui coûtent une blinde. Là, on est sur une table un peu plus abordable, 3160 contributeurs qui auront déjà accumulé 2 500 000 €. Énorme succès pour ce projet Ironside. 46 jours avant la fin de la campagne, vous avez largement le temps de vous y intéresser. Et évidemment, il n'y a pas de notion de projet en version francophone ou pas, parce que c'était une table. Donc une table par défaut est francophone, anglophone, germanophone, lusitonophone, tout ce que vous voulez. Ceci dit, vous en conviendrez, si vous faites la division 2 500 000 € par 3000 backers, vous pouvez imaginer assez rapidement que ce n'est pas 399$ comme l'introduction semble le laisser penser. Parce qu'effectivement, le pitch de base de la campagne, c'est que c'est enfin une table qui coûte pas un bras, qui coûte pas 2000$, mais juste 400$. Mais si vous faites 2 500 000 € divisé par 400$, vous tomberez pas sur ce nombre de contributeurs là, tout simplement parce qu'en fait sur ce genre de table, soit en bois comme ici, sur une table un peu plus Ikea-like, si je me permets la comparaison, et ben vous allez avoir beaucoup de ce qu'on pourrait apparenter à des add-ons pour des jeux de société, beaucoup de petits ajouts, de petits ustensiles et accessoires qui sont
pas inclus dans le prix de base, mais que vous aurez forcément envie d'aller ajouter parce que la table de base est pas fantastique, soyons tout à fait honnêtes. La table de base, c'est ce que vous voyez ici, sans le porte-gobelet ou le porte-verre, ce que vous voulez. C'est une table Ikea plus ou moins, mais un petit peu surélevée pour pouvoir faire un petit peu gaming en gros. Mais au-delà de ça, elle est extrêmement modulable, on peut l'agrandir, on peut la rétrécir, on peut cumuler deux tables l'une avec l'autre pour faire une énorme table. On peut aussi ajouter des plateaux de bois dessus pour finalement faire une table à manger, ok c'est vrai, c'est très modulable, mais si on en fait une table très modulable, on en fait aussi une table très très chère finalement. Et c'est ça qui est un petit peu là où le bas blesse, on va dire, pour dire les choses simplement. Alors certes, c'est plutôt abordable comparativement à d'autres tables si on se contente du minimum, mais ne serait-ce que ces plaques de bois, vous allez voir un peu plus bas, c'est quand même chéro. On va descendre tout de suite d'ailleurs sur les différents accessoires. Vous aurez donc des tapis de néoprène pour recouvrir la partie, la superficie que vous voyez à l'intérieur finalement de la table. Vous aurez des accessoires pour porter vos gobelets, vos verres, etc. Vous aurez aussi des petits porte-ressources. Vous aurez ces grosses plaques de bois pour aller couvrir la table et manger tout en gardant votre jeu installé en dessous. Bon bref, les habituels quoi en gros, hein, rien de très nouveau sous le soleil. Si ce n'est qu'effectivement vous pouvez faire des mini tables avec ces petites plaques de bois qui recouvriront la table mais qui pourront aussi servir à autre chose. Mais bon, ça va pas non plus révolutionner le genre. Mais tout ça accumulé, si vous prenez en gros la totale, vous allez finalement bel et bien vous retrouver avec des tables qui vous coûteront plus de 1000 $ en gros. Donc c'est pas si intéressant que ça. Pas aussi intéressant que ce qu'on aurait pu penser en se basant uniquement sur ce qu'il nous présentait avant le début de la campagne, avec ce petit projet révolutionnaire de table à moins de 500 $. Bah, finalement, c'est pas si intéressant que ça si on ajoute les add-ons. On va voir rapidement, très rapidement, le prix de ces add-ons en question, un peu plus bas dans la campagne, il y a beaucoup de matière. Donc 399 $ pour la table de base, 795 si vous en prenez deux pour les cumuler et donc faire une table un peu plus conséquente. Ensuite, en add-on, les plaques de bois déjà vont vous coûter 400 $. Donc, est-ce déjà si intéressant que ça, puisque vous vous retrouvez déjà avec finalement une table à 800 $, qui n'est pas en bois. Ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant. Vous avez un pack d'extension pour 130 $. Ensuite, vous avez également un connecteur de table pour éviter d'avoir deux tables collées l'une à l'autre, mais en faire qu'une seule. Mais il faudra ajouter encore 130 $. Les accessoires pour porter les verres, c'est pas si cher que ça, mais mine de rien, si vous en avez 6, ça fait quand même 70 $, c'est quand même pas rien non plus. Les petits porte-deck de cartes, 19 $ pour 2, 49 $ pour 6. Les petits porte-ressources, pareil, si on prenait 6, c'est quand même déjà 50 $, etc., etc. Bref, au cumulé, ça va quand même coûter assez cher. Le playmat pour une table de base, ça fait déjà 60 $. Si vous en prenez plusieurs, ça fait déjà 160 $. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas si intéressant que ça au final. Et pourtant, Cloud Puncher Games avait fait un projet qui a été vachement intéressant, qui a été très bien accueilli par la communauté également il y a quelques temps. C'était le Laxrax. Ça, par contre, j'avais été beaucoup plus tenté. C'est en fait l'alternative à la Kallax qui vous permettait d'avoir une petite étagère pour chaque jeu en fait. Vous pouviez l'intégrer au sein de votre Kallax, mais ça faisait en fait un compartiment propre à chaque jeu. Et ça c'était plutôt sympa, ça permettait de les mettre à l'horizontale sans qu'il y ait le poids qui pèse véritablement sur le jeu qui est le plus en bas en réalité. Et puis il y avait aussi le Box Throne qui était vraiment une vraie, pour le coup, alternative à la Kallax qui était assez chère ceci dit, mais qui était vraiment intéressante. Donc voilà pour le Project Ironside, cette fois-ci il nous propose une table plutôt que des rangements. C'est pas inintéressant sur le principe, mais finalement c'est pas si abordable que ça dès lors qu'on veut y ajouter des extensions, des plateaux de bois pour recouvrir, etc. Donc bon, intéressant sur le principe, dans la réalisation c'est quand même assez cher au final. Et ma foi c'est tout pour les mentions honorables de la semaine, on va donc passer directement aux deux semi-gros projets de la semaine qui n'auraient pas été présentés dans les gros projets de la semaine si on était sur une semaine un peu plus, disons, habituelle avec de vrais gros jeux dans le tas. Donc ça va aller relativement vite malgré tout, même si c'est les gros projets de la semaine. Je disais tout à l'heure, à raison bien sûr, que sur GameFound, à moins d'être un éditeur relativement connu ou d'avoir un projet vraiment assez conséquent, avec au moins un auteur de renom par exemple, il y avait assez peu de chances de faire des gros scores. Ben, celui-ci s'en tire plutôt pas mal, il a réussi à tirer son épingle du jeu
Il s'agit de le Robomon, et vous l'aurez compris assez rapidement, ne serait-ce qu'avec les visuels qu'on propose ici, et aussi avec le titre du jeu, on est clairement sur un Pokémon 2.0, un Pokémon sans licence Pokémon en réalité. 900 backers, c'est plutôt un très beau résultat pour un jeu sur GameFound, pour un primo-éditeur, comme c'est le cas je crois de Gabe Barrett. En tout cas il me semble que c'est un primo-éditeur. À 20 jours de la fin de la campagne, 100 000 $ d'engrangés, on est largement financé. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, principalement solo, mais on peut y jouer à 2 en coopération, pour des parties assez longues potentiellement, mais un gameplay total qui se jouera sur une trentaine d'heures de jeu. Parce que oui, c'est un jeu en campagne, c'est un jeu RPG façon Pokémon, vous allez évoluer, vous allez faire évoluer vos Robomon, pas vos Pokémon, et c'est un jeu pour 12 ans et plus, d'exploration dans un monde de fantasy, solo ou coopératif. On est sur un jeu d'aventure d'exploration avec un format type Pokémon, mais c'est vraiment très Pokémon, juste il n'y a pas de licence, mais c'est tout. Et c'est pas inintéressant sur le principe parce que vous aurez donc un grand livret d'histoire avec des choix alternatifs qui vous emmèneront vers différents embranchements. Vous pourrez aussi aller acheter des items pour rendre vos Robomon plus forts. Vous pourrez aussi essayer de trouver des items pour les faire évoluer. Et finalement, c'est le truc assez intéressant parce que c'est finalement un des reproches qu'on fait parfois à Pokémon, c'est que finalement, on va capturer des animaux pour en faire des semi-animaux de compagnie. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais ces animaux qu'on aime tant, on va les faire se maraver, se mettre sur la tronche les uns les autres. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, quand on y réfléchit bien, Pokémon, c'est pas tout rose finalement, hein. Et pour le coup, là, c'est des robots, donc on a quand même beaucoup moins de scrupules à aller les faire affronter les uns des autres finalement, puisqu'il suffira de les réparer en réalité pour qu'ils puissent revenir sur le devant de la scène et se remettre sur la tronche à nouveau. Et en plus de ça, pour les faire évoluer, il faudra maintenant cette fois-ci trouver des pièces dans le monde de Robomon pour les faire évoluer. Par exemple ici, il vous suffira de trouver du métal, mais également un ressort ainsi qu'une roue crantée, quoi, une sorte de rouage, pour le faire évoluer de Armadigo en Armadilux par exemple. Et là encore, comme dans Pokémon, le nom de base va changer avec l'évolution du Robomon qui acquérera également de nouvelles compétences. Et puis on va évoluer dans un monde bien évidemment qui nous mènera à faire différentes rencontres, notamment avec d'autres dresseurs on va dire de Robomon. Et là du coup le jeu passera en mode confrontation et combat face aux différents dresseurs entre guillemets, avec pour chacun d'entre eux un nombre de, j'allais dire Pokémon, mais un nombre de Robomon disponibles, un nombre de compétences, j'imagine un petit peu spéciales également, qui vont évoluer au fur et à mesure. On a des stickers dans tous les sens qui pourront aussi vous permettre de, de personnaliser un petit peu votre aventure, sachant que vous avez suffisamment de matériel pour apparemment faire 4 parties totales, donc 120 heures de jeu, donc suffisamment de matériel pour ne pas avoir à détruire quoi que ce soit, hein. C'est pas un jeu Legacy, mais vous aurez suffisamment de matos pour y jouer 4 fois en gros. Et j'imagine qu'apparemment on pourra aussi télécharger peut-être des nouveaux fichiers pour certainement faire de nouvelles fiches de personnages. J'ai l'impression que c'est... Enfin, visiblement c'est pas non plus extraordinaire, donc je pense que si vous l'imprimez, que vous la plastifiez, vous pourrez certainement refaire ça à nouveau par derrière. Il y a peut-être une assez conséquente durée de vie, ne serait-ce que 4 fois, hein. Si vous jouez 4 fois au jeu, ça fait quand même 120 heures de jeu, c'est quand même pas rien. Bref, si vous êtes amateur de Pokémon, sans licence, mais ça reprend vraiment l'esprit du jeu, la thématique du jeu même, ça pourrait vous plaire. Il y a même une sorte de direction artistique un petit peu orientée 16 bits, qui reprend un petit peu justement le côté graphique des premiers Pokémon sur Game Boy. Ça pourrait vous plaire. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'amateurs de Pokémon. On est dans une génération, je pense, entre disons les 25-40 ans, la génération qui a vraiment été bercée dans les Pokémon. J'ai jamais été un grand fan de mon côté, mais je pense que ça pourrait intéresser quand même pas mal de monde, d'autant qu'il y a vraiment ce livre assez conséquent d'aventures avec ses différents embranchements qui fait que vous n'aurez certainement pas 2 fois la même aventure, même si vous y jouez 4 fois véritablement, vous connaîtrez l'histoire en gros, mais vous pourrez y prendre certains embranchements légèrement différents, et puis surtout vous pourrez avoir une équipe de Pokémon, enfin de Robomon, il fallait que ça tombe, différentes à chaque fois, et donc de ce point de vue là c'est relativement intéressant, parce que du coup il y aura des, comment dirais-je, des affiliations, pas des affiliations mais des affinités, pardon, à revoir à chaque partie, et ça c'est relativement intéressant, d'autant que le matos, sans être époustouflant, est plutôt charmant. Pour les niveaux de pledge,
sachant que avant les New Pledge, il faut quand même que je parle aussi de cette extension, le Tournament of Titans, donc le tournoi des titans, qui vous permettra d'aller enrichir encore plus le jeu avec un nouveau livret d'aventure de plus de 50 pages, mais également plus de 40 nouveaux tokens, plus de 50 nouvelles cartes également. Donc encore plus de, pas de rejouabilité, mais encore plus de profondeur de gameplay, disons. Ensuite, on a aussi une version Deluxe qui s'accompagnera d'un livret en simili-cuir, mais qui n'est pas du vrai cuir, avec également des protège-cartes à l'intérieur, plus vos tokens qui seront cette fois-ci en bois et non plus en carton, toujours avec cet aspect un petit peu 16 bits, voire même 8 bits d'ailleurs. Bref, bon, rien de très extraordinaire. Pour le pledge de base, il n'y a pas d'image pour le coup, c'est du 79$, plus la TVA qui sera ajoutée dans le pledge manager, attention. Et pour la version Deluxe, enfin la version plus extension, pardon, c'est 99$, c'est pas la Deluxe, c'est juste extension. L'extension donc à 20$ de plus. Et puis ensuite la Deluxe, qui contiendra également l'extension plus le jeu de base, c'est 125$. Donc ça peut monter assez rapidement, assez haut. N'oubliez pas qu'ensuite il vous faudra aussi ajouter la TVA par-dessus, donc il y a moyen que ça monte assez haut. Du coup, typiquement ici par exemple, le 99$, ce sera certainement plutôt 120$ avec la TVA, plus le shipping par-dessus. Et ici, avec la version Deluxe à 125$, vous serez certainement plutôt aux alentours de 150$, plus le shipping. Donc attention, c'est un jeu qui va coûter mine de rien assez cher. Et qui en plus, pour l'instant en tout cas, ne possède pas de version francophone. Ça pourrait venir, on verra bien. Je pense qu'il y a un marché pour, même s'il n'y a pas de licence Pokémon, ça reprend tellement trait pour trait les spécificités de Pokémon et l'ambiance de Pokémon qu'il y a moyen quand même que ça attire pas mal de monde. Donc c'est pas exclu qu'on ait une version francophone à terme. Ensuite, le shipping, j'en parlais tout à l'heure, pour le Canada, 24$, c'est pas donné. Pour l'Union Européenne, 22$, c'est pas donné non plus, mais bon, c'est vrai que la taille du jeu est assez conséquente, mine de rien. Et ensuite, pour le reste de la planète, donc je pense qu'on est dans nous, au Japon, all other countries, donc a priori, même si la Chine est juste à côté, Macao et Hong Kong également, on va passer de 15 à 50 alors qu'il n'y a quasiment pas de distance entre temps. Mais bon, 50$ pour nous, autant vous dire que en plus, j'étais pas très intéressé par Pokémon à l'origine, mais si en plus les frais de port sont à 50$, je vais évidemment passer mon chemin. Mais ça pourrait éventuellement intéresser les backers européens, que vous êtes, européens ou canadiens d'ailleurs, ou suisses, que sais-je, enfin même si suisse vous êtes européen de fait, mais vous n'êtes pas dans l'Union Européenne. Bref, quoi qu'il en soit, Robomon, joli petit projet, pas inintéressant, que j'avais pas vu venir, alors que j'aurais dû, pour d'autres raisons. Mais 900 backers à 100 000$ d'engrangés, c'est quand même plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça un petit peu cher, mais il y a quand même pas mal de matos, pas mal de rejouabilité, et c'est vrai que ça reprend pas mal l'univers de Pokémon sans en reprendre la licence. C'est pas inintéressant, mais c'est cher. Et on termine cette semaine par le seul projet qui a vraiment décollé, ou qui a vraiment mis les voiles, ça a plus de sens thématiquement cette semaine. Il s'agit de Sea of Legends, avec une nouvelle extension intitulée Vengeance of the Empires. C'est une extension pour Sea of Legends, qui est un jeu que vous aurez peut-être déjà aperçu sur Kickstarter il y a de ça quelques temps déjà, mine de rien, puisque c'était ici, cette campagne que vous voyez ici, qui avait tiré mine de rien 4736 contributeurs à l'époque, et à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était en juin 2020, mai-juin 2020, donc il y a déjà 2 ans, et le jeu a été reçu du coup l'année dernière par les backers. C'est un jeu qui bénéficie plutôt d'une bonne réputation, qui a je crois un 7.3, 7.4 sur BGG si je ne me trompe pas, que j'ai pu tester un petit peu. On n'a pas fini la partie malheureusement, mais que j'ai pu tester récemment avec Xavier et avec Nyx, et qui était plutôt sympa. C'est vrai que j'étais passé un peu rapidement sur la première campagne, puisque c'était, comment dirais-je, c'était pas mes débuts sur Kickstarter, mais ça faisait quoi, 7-8 mois que j'étais dessus à peu près, et j'étais quand même dans une phase où je regardais pas tous les jeux en détail. Bref, Sea of Legends, c'est pas mal, c'est plutôt d'ailleurs assez sympa, pour le peu que j'en ai vu. C'est un jeu en fait quasi narratif, d'aventure en gros, où vous allez évoluer sur une sorte de mer qui rappelle un petit peu les Caraïbes, dans un univers presque fantaisiste on va dire. J'essaie de retrouver un truc qui vous prenne un petit peu plus le plateau, si on peut le voir un peu plus en détail, voilà c'est ici. Donc ça reprend
approximativement, ou même d'ailleurs carrément, je sais plus en fait, la mer des Caraïbes en gros, hein, je crois qu'il y a Tortuga, etc. Oui, je crois que c'est les Caraïbes, c'est pas du tout fantaisiste il me semble, ça a l'air fantaisiste dans le design mais en fait ça l'est pas. Bref, la mer des Caraïbes, et en fait vous allez évoluer en fonction de votre personnage que vous aurez choisi, puisqu'il y aura en l'état je crois 4 factions de base, mais on aura plus dans les extensions, hein. On aura Kaina, Césarée, le Captain Spell et le Captain Ton également. Bref, ils auront chacun leur spécificité, et c'est assez intéressant. En plus, le design artistiquement est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très très beau. Et puis, vous aurez aussi un Lovers et un Nemesis, sachant que si je me souviens bien, ils pourront être l'un ou l'autre, c'est un peu recto verso, etc. Qui vous apporteront certaines compétences supplémentaires. Et puis, votre Nemesis qui sera un peu votre adversaire ultime et qui pourra changer à chaque partie. C'est vraiment plutôt modulable et c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Et dans cette carte des Caraïbes, eh bien, vous allez évoluer au fur et à mesure. Vous allez partir d'une zone définie en début de partie, et puis votre Nemesis ainsi que votre Lover vont vous permettre d'avoir différents scénarios, différents embranchements scénaristiques qui vous mèneront d'une région à une autre, tout en vous confrontant également aux autres joueurs en présence, ainsi qu'également aux intelligences artificielles en présence, puisque par exemple si vous jouez à 3, vous pourrez aussi ajouter une, deux, je sais plus, intelligences artificielles qui contrôleront d'autres personnages, et donc vous aurez également des NPC, quoi, en gros, des comment dit-on en français, des personnages non jouables, je crois, des PNJ, voilà c'est ça en français, des PNJ, qui pourront aussi rentrer dans la danse. Et donc vous aurez donc cet aspect de confrontation, de combat naval avec vos adversaires, mais également ces aspects scénaristiques où vous devrez vous déplacer en évitant bien évidemment toutes les embûches en cours de route pour aller évoluer dans votre aspect scénaristique avec votre comparse, mais également envers votre némésis. Donc tout ça est assez intéressant. Il y a même un petit aspect semi-coopératif quasiment, même si ce n'est pas ouvertement le cas, mais ça y apparente, on va dire. C'est assez intéressant, le gameplay est plutôt intéressant, la direction artistique est vraiment soignée, le matos a l'air d'être plutôt aussi, même si moi je l'ai testé sur TTS, donc c'est un petit peu différent bien évidemment, mais le jeu est vraiment intéressant et apparemment cette campagne vient l'enrichir plus encore, donc j'aurais tendance à me pencher sur le sujet de cette campagne si j'étais vous et si j'étais un petit peu sensible également à ce type de thématique. En l'état, on est à 1500 contributeurs, 160 000 euros d'engrangés, donc on est largement financé. Il reste 19 jours avant la fin de la campagne. Pour l'instant, pas de version francophone à l'horizon. Y en aura-t-il pas? On verra bien. Mais bon, en gros, jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties relativement longues. C'est pas écrit directement ici, mais je pense qu'on est bien sur du 1h30, 2 heures de jeu à mon avis. Essentiellement basé sur de la narration, mais c'est un jeu en open world, donc en monde ouvert, vous êtes libre de faire à peu près ce que vous voulez, avec des décisions vraiment impactantes qui plus est. Ensuite, on va essayer de passer directement un peu plus sur le gameplay et puis un peu le contenu de cette extension également, puisque là, tout ce qu'on voit ici, c'est essentiellement ce qu'on avait déjà dans le jeu d'origine. Donc on va aller voir un petit peu plus en avant dans la campagne ce qu'il y a dans l'extension. Alors c'est ici que ça se passe, Vengeance of the Empires. On aura donc de nouveaux capitaines, bien évidemment. Dara, Graciana, Keredin et Laurent, peut-être un français. Et les factions, donc l'Espagne, le Cursed Souls, donc oui, il y a quand même un peu de fantasy pour le coup, donc les esprits un petit peu maudits, disons. L'Empire français également, et puis le Writhing Maw, alors je ne saurais pas comment vous traduire ça. Pour le coup. Les nouveaux ajouts de capitaine, donc Dara, Graciana, Keredin et Laurent. J'imagine qu'ils auront aussi chacun leur spécificité, bien évidemment, il y a un petit peu d'asymétrie. Et les nouvelles factions, donc l'Espagne, les maudits, l'Empire français et puis le fameux Writhing Maw. Ensuite, il y a aussi Rise of the Ancients qui était une autre extension, je ne sais pas si c'était l'objet d'une précédente campagne ou si c'est également l'objet de cette campagne actuellement, auquel cas il y aura des extensions sur cette campagne, c'est pas impossible, avec encore de nouveaux capitaines, Grimwald, Jack, Liu, Matchlock, et puis des nouvelles factions, les Aztèques, les Ordo Nocturnus, les Sea Coven, les Sentinels of Mokul, et puis les Skystalkers également, qui vous permettra aussi d'ajouter un 5e joueur à la partie, puisque jusqu'à maintenant c'était donc 1 à 4 joueurs. Les capitaines de cette autre extension que vous voyez ici, Grimwald, Liu et compagnie, les factions
en ajout également, avec les tokens qui vont avec, les extensions, enfin pas les extensions, mais les miniatures qui vont avec, bien évidemment. Tout ça est relativement intéressant, et toutes les factions que vous ajoutez en IA, en intelligence artificielle, ont elles aussi leurs spécificités. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Les pledge levels, le jeu de base, c'est assez cher, oui, 100$ pour le jeu de base. C'est déjà un jeu assez cher, mais vous l'avez vu, on a quand même pas mal de miniatures, dont certaines sont uniques. Le matériel est globalement assez joli, il y a quand même une très belle direction artistique. Bon, est-ce que ça mérite 100$? Ça me semble être un petit peu surévalué en termes tarifaires. Je pense que si c'était 80$, ce serait déjà pas mal, parce que bon, vous l'avez vu un peu plus haut dans la campagne, il n'y a quand même pas non plus tellement de masse de miniatures. Bon, c'est pas choquant comme prix, mais c'est quand même un petit peu cher à mon avis. Ensuite, les extensions. On a ici l'extension Vengeance of the Empires à 75$. Même chose pour l'autre, 75$ également pour Rise of the Ancient Expansions. Là, par contre, ça fait du coup 8 nouveaux capitaines. Ça fait au total 10 nouvelles factions, non, 9 nouvelles factions. Mais quand même 150$ pour 2 extensions, ça fait quand même très 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 cher. 140 si vous les prenez ensemble, une petite ristourne certes. Et si vous voulez la totale, le jeu de base plus les 2 extensions, 225$. C'est quand même très cher, et en plus c'est pas en français. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça risque quand même de faire chéro pour beaucoup de gens, d'autant plus qu'on imagine aisément que les frais de port pour l'Europe seront un peu plus conséquents que pour les États-Unis par exemple. Vous pouvez aussi prendre des add-ons, bien sûr, avec le Bobcal Captain Set, par exemple, un nouveau capitaine avec encore plus de miniatures qui vont avec, bien évidemment, du tapis de néoprène pour remplacer le plateau central à 30$, des pièces de métal pour remplacer les pièces de carton à 25$, le jeton de notoriété en métal à 25$, ce qui est quand même très très cher le jeton. Non, il y en a 50, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, il y a 50 jetons, donc du coup c'est à peu près logique, puisqu'en plus il vous en faudra 10, si je me souviens bien, pour remporter la partie. Les stretch goals, on passera dessus plutôt dans le suivi du mini crowdfunding. Là, j'imagine qu'il y avait des gifs qui ne se déclenchent pas, mais bon, on va passer outre. Ensuite, là, les différentes actions que vous pourrez accomplir durant votre tour. On pourra utiliser, bien évidemment, notre équipage. On pourra aussi venir l'enrichir. Attention, vous ne pourrez pas l'enrichir non plus ad vitam aeternam, mais vous aurez une capacité de main, disons, on va dire, qui sera maximale en fonction du navire que vous aurez. Vous pourrez aussi upgrader votre navire pour pouvoir ensuite recruter encore plus de troupes, disons, plutôt d'équipage. Donc c'est assez intéressant parce que votre équipage va venir s'enrichir et du coup vos capacités également. Vous pourrez aussi aller mitiger le résultat des dés, ce qui est intéressant pour Xavier qui était assez mauvais, assez malchanceux au dé devrais-je plutôt dire. Vous pourrez aussi collecter des artefacts, vous pourrez aussi visiter bien évidemment différents emplacements et ainsi découvrir de nouveaux embranchements scénaristiques. Vous pourrez aussi aller enterrer des trésors pour gagner de la notoriété supplémentaire. Vous pourrez aussi débloquer des compétences pour votre capitaine supplémentaire en fonction de ses accomplissements. Tout ça aussi accompagné d'une application sur tablette ou sur smartphone d'ailleurs je pense, vraiment efficace et plutôt bien implémenté. Attendez, ça se déclenche enfin, pas ici mais bon ça se déclenche ici. Comment dirais-je, je l'ai dit tout à l'heure, une application vraiment bien implémentée qui est pas trop pas trop immersive, pas trop, comment dirais-je, pas trop présente dans le jeu. Qui est plutôt agréable pour le peu qu'on a pu en voir. Donc c'est un jeu vraiment bien pensé, qui a vraiment une très belle direction artistique, qui a une appli pas trop prenante, qui vient pas trop non plus empiéter sur le gameplay. C'est vraiment un bon jeu à mon avis, pour le peu que j'ai pu en voir, j'ai pas fait une partie entière, mais ça avait l'air d'être vraiment pas mal du tout. Nyx, qui lui pour le coup avait un peu plus d'expérience que nous sur le jeu, avait l'air vraiment charmé. Je pense qu'il en fera certainement une vidéo pour le coup, mais ça reste quand même très cher. Qu'en est-il pour les frais de port? Alors les frais de port, c'est ici pour le Canada, 31, 39, 45, 36, 29 en fonction du pledge que vous allez choisir. 31 c'est le jeu de base, 39 pour le jeu plus une extension, 45 pour le all-in, donc le jeu de base plus les 2 extensions. Pour la France, la Belgique, le Luxembourg, c'est 16, 22, 28, 20, 14. Donc c'est un peu plus intéressant que pour le Canada, mine de rien. Et j'étais un peu mauvaise langue tout à l'heure, je m'excuse d'ailleurs, c'est plus intéressant pour l'Europe que pour les États-Unis en termes de frais de port. Assez inhabituel. Pour la Suisse, 21, 21, 39, 25, 18. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, 55, 73, 78, 60, 48. Ouh, c'est un hard pass comme disent les Anglais pour nous, hein. C'est vraiment loin d'être intéressant en termes tarifaires pour nous qui sommes en Asie. Mais vous me direz ce que vous en pensez.
Sea of Legends, Vengeance of the Empires, à mon avis c'est vraiment un jeu intéressant sur lequel il faut se pencher. On peut y jouer en solo, on peut y jouer à 2 ou à 3, il y a même un tout petit peu de semi-coopératif, même si c'est pas exactement le terme approprié. Mais reste que le jeu est quand même assez cher malgré tout, même si on n'est pas sur un jeu non plus de kilo plastique, même s'il y en a, hein, il y a quand même du plastique, certes, mais pas tant que ça me semble être un petit peu cher, surtout si on vient ajouter les extensions par derrière. Mais bon, le jeu est intéressant. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine de menu crowdfunding. Je commence à fondre, alors que pourtant j'ai la climatisation. C'est pour vous dire à quel point il fait chaud aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est le dernier menu crowdfunding du mois d'août, ce qui veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va certainement progressivement, peut-être pas d'un seul coup, mais progressivement, revenir à des menus crowdfunding un peu plus habituels en termes de durée et en termes de contenu, avec certainement plus de projets intéressants également à se mettre sous la dent, alors que cette semaine encore je scintille. Je vais finir par m'acheter une nouvelle caméra, vous me verrez en 4K, avec tous mes problèmes, enfin toutes mes imperfections de peau, toutes mes rides qui commencent à s'accumuler ici. Bref, ça n'a aucune importance, mais le scintillement va commencer à me saouler assez largement. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous souhaite bien évidemment une bonne fin de week-end. Je vous souhaite également de visionner avec bonheur et avec un petit verre de rosé et quelques cacahuètes notre review et notre expli party de Atlas Lost. Et puis d'ici là, de toute façon, moi je vous souhaite la même chose que d'habitude, à savoir jouez bien, portez-vous bien, et puis à la prochaine.